Yes, bienvenue à la capsule hebdomadaire sur les Fantasy NHL. Déjà la semaine 5 dans la LNH, ça avance vite. Lucas, un petit mot du début. Good morning. Retour sur la semaine passée. On a tout- tous les joueurs qu'on vous a donnés ont fait des bonnes semaines, à part le classique, le gars qu'on a visé dans nos poules, soit Justus. Donc, commençons par Dylan Strome. J'espère que quelques-uns d'entre vous ont sauté sur l'occasion de le prendre. Il y a eu une énorme semaine avec un but, 6 passes pour 7 points en 3 games. Puis ça, on ne compte pas la game d'aujourd'hui. En ce moment, on record à 17h. Donc, il y avait aussi une partie dimanche le 3 novembre. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des points qui vont s'ajouter à ça. Donc, grosse semaine pour le Dylan. Et notre ancien du Canadien de Montréal, Sean Monahan, qui a aussi connu une grosse semaine avec 3 buts et une passe en 4 parties, en plus d'avoir une moyenne de 3 tirs par game durant cette semaine aussi. Donc, ça a été nos 2 meilleurs coups durant la semaine dernière. Les mauvais coups, allez le annoncer rapidement. Justus Allen, qui finalement a gardé les buts seulement une fois la semaine passée, qui était hier contre Nashville, où ils ont perdu. Il a accordé 3 buts sur 20 tirs. Il a même été relégué à la passerelle le 30 contre Tampa Bay. C'était Kakkonen et Georgiev qui se partageaient le filet. On ne sait pas trop pourquoi. J'imagine que c'est parce qu'avant ça, Nunen était sur une séquence de 4 victoires de suite. Ils viennent d'aller chercher Kakkonen au repêchage en début octobre. Peut-être qu'ils voulaient lui donner un premier départ pour tenter le terrain, voir si peut-être il pouvait ravir le poste numéro 1. Mais on dirait que pour l'instant, Nunen va rester en place, mais non, c'est ça, ça n'a pas été une bonne semaine parce que finalement, il a juste gardé les buts une fois, puis ça a été une défaite percutante. La bonne nouvelle, c'est que Kakkonen n'a pas bien joué, comme tu dis. Fait qu'Anunen reste quand même, selon moi, leur gardien Ouais, numéro 1 à court terme. Gros court très terme. court terme. Semaine 5 dans la LNH, les équipes Ouais. avisées, Lucas. On a 4 équipes à 4 parties. Et les plus intéressantes, ça va être le Wild qui joue contre les Kings, les Sharks, les Ducks et Chicago. Donc, en plus de ça, ils ont deux off night. Donc c'est vraiment contre des équipes en plus qui accordent énormément de buts. Les Devils, un peu la même chose. Ils ont 2 off-night aussi. Puis ils jouent contre Edmonton, le Canadien, les Islanders et les Sharks dimanche. Donc un back-to-back samedi-dimanche, c'est toujours intéressant euh, en fin de semaine. Les Prédateurs qui ont également une cédule intéressante avec 2 off-night aussi. Ils jouent contre les Kings, les Capitals, les Panthers, puis ils finissent ça samedi en Utah. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Puis il y a 5 équipes qui ont 3 matchs, dont 2 off-night. Anaheim, Chicago, ils ont des adversaires peut-être un peu plus intéressants, mais Washington, Edmonton, Détroit, eux, comme dit, ils ont 2 off-night. Fait que ça peut être super intéressant aussi. Là. Je pense à Détroit. Ils finissent avec un back-to-back samedi, dimanche aussi contre Toronto Rangers. Ça peut être intéressant si le reste de la semaine est plus serré. En plus, contrairement à la semaine passée où est-ce qu'il y avait les off-night, il n'y en avait pas vraiment. C'était toutes des journées à 6, 7, 8 games. Cette semaine, il y a des journées qui, je pense, 14, 15 games. Puis il y en a d'autres à 2, 3 games. Donc, prendre des équipes avec beaucoup de off-night cette semaine, c'est vraiment important. Justement, parlant des équipes à éviter, les Panthers, les Stars et les Rangers ont seulement 2 parties. Et leurs 2 parties sont des jours avec beaucoup de games dans la LNH, donc aucun off-night. Donc, Floride, Dallas, New York, on évite ça cette semaine. Pour les must-add de la semaine 5, commençons par le petit duo Lekonen-Nishunskin. Lekonen, on sait déjà qu'il devrait jouer la prochaine partie qui est mardi, je crois, à Colorado. En ce moment, ils le mettent sur la deuxième ligne. Il va-tu monter sur la première? On sait qu'il y a eu pas mal de blessés. Donc, je pense que Bednar, il fait pas mal avec les joueurs qu'il a. Puis, il n'y a rien qui est coulé dans le béton présentement au Colorado. Donc, bonne nouvelle, Arturi Lekonen de retour. Pour ce qui est de Nishunskin, il ne sera pas de retour avant la mi-novembre. Par contre, son pourcentage sur Yahoo de Rostered monte tranquillement, mais sûrement, déjà rendu à 54. Donc, avant qu'il monte plus que ça, je vous dirais de sauter dessus, de le mettre sur votre IR si votre ligue vous accepte les IR et juste d'attendre un petit 2 semaines. L'attente va en valoir la peine, je suis persuadé. Surtout avec toutes les blessures qu'il y a au Colorado, comme on vient de dire. Yes, ensuite, très intéressante suggestion cette semaine, Rickard Raquel,
qui est probablement pris dans plusieurs ligues. Il est seulement 23% rostered, mais suite à des blessures également, puis à des performances un peu moins bonnes de l'équipe, il se ramasse sur la première ligne et sur le premier power play à la droite de Malkin et Crosby, même sur la première ligne. Donc, ça n'arrive pas super souvent que Malkin et Crosby sont sur la même ligne. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a 4 points à ces 4 derniers matchs, 3,5 tirs au but en moyenne par match. Donc, ça reste une option qui est intéressante à seulement 23% rostered. Ensuite, Marco Rossi, qui a seulement 12% rostered et qui a 4 parties, on l'a dit, la semaine prochaine. Il joue sur la première ligne avec Kaprizov et Zuccarello. Sur le deuxième power play, il y a 9 points en 10 matchs cette saison. Il y a uniquement la position de centre, mais à 12% rostered, un centre de première ligne, il n'en reste plus beaucoup. En tout cas, dans nos ligues, il n'en reste plus beaucoup, donc ça peut être une option intéressante aussi. Pour ce qui est du défenseur, Brent Clark, le hype il est là depuis le début de la saison. Par contre, là, il a enfin trouvé sa touche offensive qu'il cherchait depuis le début avec la blessure de Doughty qui est arrivée en début de saison. Brent Clark, l'entraîneur avait déjà dit ça va être toi mon homme de confiance durant le power play, mais il cherchait quand même sa touche offensive. Il l'a retrouvé dans ses 5 dernières parties. Un but, 6 passes pour 7 points. Et dans ses 3 dernières games, il a fait un total de 13 tirs au but pour un défenseur, ce qui est énorme. Donc, si dans votre ligue, ça compte les tirs au but, Brent Clark, c'est vraiment un gars à aller chercher. Habituellement, on vous parle toujours de personnes qui sont rostered sur Yahoo à moins de 50%. Brent Clark, il est 57%. La raison du pourquoi qu'on l'a mis, c'est que quand on a commencé à faire notre tableau, il était autour de 40. Puis il a commencé la semaine passée à 32. Fait que dans le fond, dans la dernière semaine, il y a eu plus 25% de roster sur Yahoo. Donc, voilà. Petite erreur dans le PowerPoint, c'est pas 47, mais c'est bien 57. 4 games également pour les Kings de Los Angeles la prochaine semaine, donc très intéressant. Finalement, le dernier must-add à ajouter, c'est Stephen Neeson, un gars qui sort de nulle part. Il sort de nulle part. Il est stické avec les Devils. On dirait à chaque année, ça va dans une autre équipe, il revient avec les Devils, ça va avec une autre équipe, il se fait mettre au balotage, les Devils le réclament. Puis les Devils, depuis des années, l'aiment, il donne sa chance. Puis même s'il joue sur le 3e trio, qui est quand même un très bon trio avec Paul Cotter, au New Jersey, Stephen Neeson, c'est un as du power play. Il joue sur le premier power play. Il est là pour dévier époque. Il est là pour faire le petit taux du tic-tac-toe en power play. Présentement, Stephen Neeson, qui est un gars, on s'entend, de bottom six, qui est plus là pour les tâches défensives. 12 points en 14 games. C'est un gars qui frappe. C'est un gars qui tire au filet. Donc, Stephen Neeson peut vous apporter un gros plus en plus des 4 parties cette semaine, puis qui est double position, les 2 ailes. Donc, Stephen Neeson peut être une carte cachée que quelques-uns de vos amis vont rire de vous au départ, mais ça sera payant à la longue. Ensuite, avec les joueurs qui sont, comme on aime bien dire, des long shots, entre guillemets, qui sont à surveiller, on commence ça avec un classique des fantasy. S'il n'est pas repêché encore dans votre ligue, qui prennent en compte les hits, les tirs et tout, c'est une des meilleures options à la défense. Le nouveau, on pourrait l'appeler le nouveau Radko Gudas, Jérémy Lauzon, qui est, on l'a dit, un fervent des mises en échec. Il a 0 points en 11 games cette semaine, mais il a en moyenne 5 mises en échec par game. Donc, dès que vous avez ça dans votre ligue, c'est vraiment quelque chose qui est évident. C'est important aussi de diversifier de où on reçoit des points. Puis des hits, c'est constant. Ça fait plusieurs saisons qui frappe, comme on dit. Il est sur la 2e pairing puis le 2e piqué. Mais à 26%, on garde un œil vert, surtout la semaine prochaine où les Preds ont 4 parties. Ensuite, un vieux de la vieille, Jason Zucker, qui seulement 3% rostered, mais qui s'est ramassé sa première ligne avec Alex Tuch et Tage Thompson. Il a 3 buts, 5 passes à ses 5 derniers matchs. Il est, comme j'ai dit, sur le premier power play aussi. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, si ça peut relancer un peu l'attaque des Sabres, ça va être à surveiller. Peut-être qu'il va rester là. Benson était day-to-day récemment avec une blessure. Quand il va revenir, est-ce qu'il va retomber sur la première? Perso, je ne crois pas parce que Benson n'a aucun point cette saison en date. C'est plus difficile que prévu la 2e année, mais on verra où ça va.
Ensuite, on va y aller avec le duo de Lindgren et Thompson, qui est très intéressant aussi. Je laisse Oli parler de Connor Geeky parce que c'est un chouchou. Mais pour Lindgren Thompson, c'est vraiment de surveiller en fait le duo à Washington, les Capitals qui ont vraiment un meilleur début de saison que ce qui était anticipé. Thompson est invaincu en 5 matchs. Lindgren aussi a des statistiques qui sont assez intéressantes. Donc, il n'y a pas vraiment de gardien numéro 1 présentement. Mais si vous avez, c'est souvent les goalers de Washington, en tout cas, dans tous les drafts qu'on a vus, ils n'étaient pas très prisés. Mais jusqu'à présent, ils font un super travail. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher comme un troisième, ou peut-être un reach, mais des fois un deuxième gardien ou un troisième gardien dans les ligues où il y a plus de profondeur. Petit retour sur Zucker, je suis content que, tu sais, quand ils ont racheté le contrat de Jeff Skinner puis qu'ils ont signé Jason Zucker pour prendre la place de Skinner, plusieurs de personnes qui se demandaient c'était quoi ce move-là. Puis, turns out qu'à date, Zucker joue du gros hockey pour les Sabres, puis Skinner, il cherche encore un peu sa place avec les Oilers d'Edmonton. J'aurais peut-être dû prendre Skinner, Zucker ou plus Skinner. Pour ce qui est de Connor Geeky, comme Luc le dit, Sign mon chouchou, c'est un gars que j'aime bien. L'échange, parlant d'échange, justement, quand ils ont décidé d'échanger Mikhail Chergachev pour, entre autres, Geeky, c'était risqué, même s'il y avait JJ Moser. Je pense que Geeky, c'était surtout le gars qui était visé par Tampa Bay. Il a fait l'équipe à sa première année. Ça a surpris quelques-uns. Il a commencé sur la 4. Maintenant, il est rendu sur la deuxième ligne, sur le deuxième PP. Sur Yahoo, il est seulement centre, mais présentement, il joue à l'aile droit, donc ça ne m'étonnerait pas que l'aile droite soit ajoutée sur Yahoo. Donc, double position, on aime toujours ça. J'espère qu'il va avoir le right wing aussi bientôt. Sur la deuxième ligne, il joue avec Eagle et Chiarelli. Donc, côté offensif qui risque d'aller mieux que quand il joue sur la 4. À ses 6 premières games dans la NHL, ben, cette année, il y a eu 0 points. Puis, depuis 5 games, il y a 3 points. Donc, tranquillement, mais sûrement, il trouve sa touche offensive, dont un but gagnant. C'est un long shot, comme le prochain Orlin Zellweger aussi. Connor Geeky, seulement 1% sur Yahoo. Je pense que c'est le plus petit pourcentage en 2 ans qu'on vous suggère. En plus, il y a 2 parties. Donc, on ne vous dit pas de le prendre cette semaine, de sauter dessus cette semaine, mais gardez l'œil ouvert sur Connor Geeky qui pourrait progresser prochainement. Un autre long shot, Orlin Zellweger, 4% seulement sur Yahoo. Par contre, il joue de grosses minutes présentement. En moyenne, il joue 21 minutes durant ses 5 dernières parties, alors que sa première game de l'année, c'était autour de 12-13 minutes. Donc, grosse augmentation de confiance pour Zellweger. Ce qu'on aime beaucoup, c'est sa position sur le premier power play. Est-ce que ça va rester pendant longtemps? On ne sait pas. Par contre, présentement, il est là. Leur power play est assez intéressant. Il est jeune, mais il est intéressant. Donc, Zellweger pourrait éclore offensivement. Présentement, c'est seulement 3 points en 9 parties. Donc, encore une fois, ce n'est pas un gars qu'on vous dit sautez dessus cette semaine. Ça vous prend Zellweger pour gagner votre pool. Ce n'est pas ce qu'on vous dit, mais à long terme, ça serait peut-être un gars à aller mettre dans votre wish list. Yes. Donc, c'est ce qui fait le tour de la semaine 5 capsule pour les fantasy. Lucas, mot de la fin. See you next week et bon fantasy à tous. En passant, Joey D'accord vient de se faire scorer 2 buts. Yes, sir. Thank you et bonne semaine.